Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à cette conférence sur le concours Sésame. Du coup, on va faire un gros focus sur le concours. On va aussi parler des études hein, de management en général et des écoles concurrentes à celles qu'on retrouve dans le concours Sésame. Donc, je me présente, je m'appelle Johan, je suis donc jury d'admission à l'ESSEC, enseignant à l'Université Paris-Dauphine. Enfin, j'ai été enseignant pendant 3 ans de stratégie à l'Université Paris-Dauphine pour des études en troisième année. Je suis bien sûr le directeur de Prépa Campus et c'est moi qui vais animer cette conférence qui va durer environ 1 heure. Alors, plusieurs choses. La première, c'est que la conférence, elle est enregistrée. Donc, je vous enverrai le replay demain, ne vous inquiétez pas. Et je vous enverrai aussi d'ailleurs toutes les slides et donc de la présentation. Donc, enfin, il n'y a pas besoin de prendre en photo les slides, vous aurez tout demain. Euh, Si vous avez des questions pendant la conférence, donc je vais parler pendant une trentaine de minutes et après, je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la partie discussion et à la fin de la conférence, je prendrai le temps de répondre à chacune de vos questions. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre le temps. C'est parti. Du coup, on va parler un petit peu du concours Sésame. En bref, il y a 16 écoles et 19 programmes. Euh, on a deux types de programmes qu'on retrouve dans le concours Sésame, des BBA et des programmes grande école. Alors, c'est pas clair pour tout le monde la différence entre un BBA et un programme grande école, et donc je vais prendre le temps de vous expliquer. Euh, Quand vous faites une école de commerce, vous avez le choix entre trois types de diplômes. Des bachelors en 3 ans, des BBA en 4 ans ou des PGE en 5 ans. Euh, les bachelors en 3 ans, ça donne un grade de licence. Le meilleur bachelor en 3 ans qu'on puisse faire en France de commerce, ça serait le bachelor de l'ESCP. Alors attendez, juste une question. Est-ce que vous m'entendez? Parce que voilà, je vois qu'il y a un message comme quoi on ne m'entend pas. Est-ce que les autres vous m'entendez? Oui, très bien. Ok, parfait. Donc, c'est-à-dire que le problème est chez France. Désolé. Ok, top. Donc, du coup, ce que je vous disais, c'est que, voilà, si vous voulez faire une école en 3 ans, le meilleur bachelor que vous puissiez faire, c'est celui de l'ESCP. Euh, mais sachez une chose, c'est qu'en France, on n'a pas de très bonne formation de gestion en 3 ans. Enfin, je veux dire, en tout cas en école de commerce. Euh, Même celui de l'ESCP, vous vous dites c'est l'ESCP, c'est une super école. Alors oui, le programme grande école de l'ESCP, c'est un super programme. Maintenant, le programme en 3 ans, le bachelor, il est très international, c'est vrai. Vous allez faire 1 an en France et peut-être 2 ans à l'étranger. Mais le niveau des étudiants et la difficulté des cours fait que c'est pas non plus un programme enfin, qui est super. C'est un programme intéressant, mais sans plus. Voilà. Donc, les programmes en 3 ans, c'est pas les programmes les plus intéressants à faire. Les programmes en 4 ans, les BBA, on en a des très très bons pour le coup. Et quasiment tous les très bons BBA, tout sauf un en réalité, sont dans le concours Sésame. C'est-à-dire que le meilleur BBA de France, c'est le BBA de l'ESSEC. Et derrière, on va avoir dans les bons BBA EDEC, EM Lyon, Schema, Neoma, je dirais. Ça va être ça à peu près les meilleurs BBA. Et ils sont tous dans le concours Sésame, sauf le BBA de l'EDEC. Ça veut dire que, en fait, si vous souhaitez faire une école de commerce en post-bac, vous n'avez pas le choix. Soit vous devez passer le concours Sésame, soit vous devez passer le concours Access, soit vous devez passer les deux concours. Mais vous pouvez rajouter à ça quand même le bibillet de l'EDEC qui est hors concours et qui est vraiment intéressant. Voilà. Pour le bibillet de l'EDEC, c'est juste un dossier et des entretiens. Et donc, du coup, si vous souhaitez faire une école en 5 ans, un programme grande école, vous allez avoir des PGE, enfin des programmes grande école au concours Sésame aussi. Le meilleur, c'est celui de l'EM Normandie, mais vous avez aussi celui de l'EMLV. Vous avez aussi un programme en 5 ans à Neoma qui s'appelle pas programme grande école parce que c'est pas le même programme que les étudiants qui font une prépa. En gros, je vais être plus clair, excusez-moi. Quand vous faites un programme grande école, vous rentrez en première année en post-bac, par exemple à l'EM Normandie, vous faites votre programme. Un étudiant qui fait une prépa et qui rentre à l'EM Normandie après avoir fait une prépa, il sera exactement dans le même programme que vous, il aura exactement le même diplôme que vous. Le seul truc, c'est que lui il va rentrer en troisième année. Donc vous serez rentré en première année, lui il rentrera directement en troisième année. Donc, euh, du coup, c'est exactement le même type de programme. C'est exactement le même programme en réalité, et vous serez ensemble. À Neoma, vous avez un programme en 5 ans qui s'appelle pas PGE, qui est un programme enfin, très digital.
Et ce programme-là, c'est pas le même que le programme grande école en 5 ans de l'école, que Neoma. Donc, si vous faites une prépa et que vous rentrez à Neoma dans le programme en 5 ans, vous ne serez pas avec les étudiants qui ont fait Neoma en post-bac en 5 ans, parce que c'est juste pas le même programme. Voilà. Euh, le meilleur programme grande école hein, qu'on puisse faire en France en 5 ans, en post-bac, c'est l'IESEG. Et c'est pas dans le concours Sésame, c'est dans le concours Access. Donc, si vous voulez, les 3 meilleurs programmes grande école, c'est l'IESEG, l'ESCA, l'EM Normandie. L'IESEG et l'ESCA, c'est dans le concours Access. L'EM Normandie dans le concours Sésame. Après, on a l'EMLV en 4 qui est aussi dans le concours Sésame. Et donc voilà, on a des bons programmes en 5 ans dans le concours Sésame. La différence entre un BBA et un PGE, c'est quoi? Un BBA, c'est en 4 ans, ça donne un grade de licence. Et ensuite, du coup, vous avez une quatrième année qui serait comme un Master 1. Ça veut dire que si vous faites un BBA, en fait, c'est calqué sur ce qui se fait hein, dans les universités anglo-saxonnes, mais on est en France. En France, on aime bien les Master quand même. Donc, si vous faites un BBA, il faut juste rajouter une cinquième année après vos 4 ans d'études. Vous n'aurez pas besoin de faire 2 années de master, juste une année de master pour valider le grade de master. Vous avez les crédits pour un M1, mais vous n'aurez pas le grade de master automatiquement. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous faites un BBA, vous faites le BBA de l'EM Lyon, je vous dis au hasard, et à la fin, soit vous faites un master spécialisé, donc une cinquième année en école de commerce, soit vous faites, par exemple, un master 2 à la fac. Vous pouvez faire des excellents master 2 en fac. OK? Et ça complète votre cinquième année. Donc ça veut dire que faire un programme BBA, c'est pas une fin en soi, il faut faire une cinquième année à la fin. Moi, je pense dans la majorité des cas, c'est ce que je vous recommande de faire. Si vous faites un programme grande école en 5 ans, vous aurez directement le grade de master et vous pouvez vous arrêter là. OK? Euh, les BBA, ils ont la particularité, alors tous les programmes que vous allez voir hein, avec Sésame, c'est des programmes qui sont très internationaux. Et les BBA, ils vont avoir la particularité, en fait, aussi, par rapport au programme grande école, de rentrer plus vite dans les matières liées vraiment à la gestion et au commerce. Donc, dès les premières années, vous allez faire de la compta, vous allez faire de la microéconomie, vous allez faire euh, de la stratégie, etc., ou de la gestion. Alors que quand vous faites un PGE, vous avez plus de temps pour faire des matières théoriques. Donc, dans les 2 premières années, vous allez faire quelques matières de gestion, mais aussi beaucoup de matières théoriques, type statistique, mathématiques, sociologie, etc. OK? Et donc, c'est ça qui va un peu différencier les BBA des programmes grande école. Aussi, en général, quand on est en BBA, on peut partir à l'étranger un peu plus tôt dans la scolarité, vu qu'il y a moins d'années. Mais dans les deux cas, voilà, ça sera des formations qui seront très internationales. Et donc, vous allez quand même partir un bon bout de temps à l'étranger pendant vos études. Vous pouvez faire même quasiment toutes vos études à l'étranger, hein, avec certaines écoles. Et vous aurez aussi pas mal de périodes de stage. Euh, les écoles de commerce, ça coûte entre 10 et 15 000 euros hein, pour le concours Sésame, comme pour le concours Access. Hein. Il y a, donc, du coup, en fait, quoi qu'il arrive, ça va vous coûter cher, entre guillemets. Donc, ça, faut s'y préparer. Pour amortir le choc, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que vous pouvez faire un prêt étudiant qui a un taux presque zéro, que vous pouvez rembourser à la fin de vos études. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire une alternance. Et ça, c'est quelque chose de top hein, quand on veut réduire le coût de ses études. Les 2 dernières années d'études, vous pouvez les faire en alternance dans une entreprise. Vous serez payé comme en stage. Et on paiera aussi vos 2 années d'école. Donc, si votre formation elle a 15 000 euros l'année, on vous paye 30 000 euros de votre formation. OK? Donc, vous paierez, par exemple, si vous faites le billet de l'ESSEC, c'est 15 000 euros par an, il y a 4 ans. Vous paierez en fait que les 2 premières années, les 2 dernières, ça sera payé par votre alternance. Et en même temps, vous serez aussi payé donc, pendant vos 2 années. Donc, pas que pendant la période de votre stage, vous serez payé même quand vous serez en train d'étudier. Donc, typiquement, quand moi-même j'étais à l'ESSEC à l'époque, moi j'étais en programme grande école, j'avais fait une alternance chez Hewlett-Packard à l'époque. Alors, il y a quand même plus d'une dizaine d'années, je dirais à peu près. J'étais dans la même équipe que moi, j'étais que avec des BBA de l'ESSEC et on avait tous les mêmes conditions, c'est-à-dire que notre formation était payée, on était payé 1 600 euros par mois pendant 2 ans. Et en plus, on avait un rythme qui était particulièrement sympa. Et les rythmes d'alternance, c'est pas les mêmes selon les écoles, mais à l'ESSEC, il y avait un rythme qui était top qu'on pouvait faire, c'était 6 mois en entreprise, 6 mois en cours. C'est comme si, donc, sur 2 ans. Donc j'avais fait comme si j'avais fait 2 stages de 6 mois chez HP et j'étais payé pendant les 2 fois 6 mois où j'étais en cours. C'était magnifique. D'un point de vue, en tout cas, d'un point de vue pécunier, c'était très intéressant. Et après, d'un point de vue alternance, ça a été top aussi. Et donc, du coup, pour le concours Sésame, vous avez 3 critères de sélection. La note de dossier, elle peut aller jusqu'à un tiers de la note totale. Hein. C'est le cas pour les SEC et pour l'EM Lyon aussi. Vous avez des épreuves écrites, ça va être du coup au moins 2 tiers. Et en fait, donc, si la note de dossier c'est 30%, bah, ça va être 70% les écrits. Et après, vous aurez les oraux. Ok.
Mais en général, ça va être 10-15% la note de dossier. Et le reste, ça va être les épreuves écrites. C'est pas parce que la note de dossier est moins importante que l'école est moins bien, aucun rapport. C'est juste qu'il se trouve que certaines écoles sont plus sélectives que d'autres sur ça. Et en fait, pour être tout à fait franc avec vous, un dossier à 12-13 pour le Lyon, c'est pas bloquant. Parce que si on est vraiment bon le jour du concours, on peut remonter ça. Pour les secs, par contre, c'est bloquant. C'est très dur d'avoir les secs en ayant moins de 14 de moyenne. Même 14 de moyenne, c'est déjà juste. L'idéal, c'est d'avoir plutôt dans les 15 minimum. Ok. Après, voilà, encore une fois, le but de bien se préparer au concours, c'est aussi de surperformer et de pouvoir rattraper des choses. Mais vous ne pourrez pas rattraper un 12,5 de moyenne. Enfin, c'est très, très, très compliqué, c'est très rare. Parce que ceux qui vont à l'ESSEC, c'est ceux qui ont les meilleures moyennes et les meilleures notes au concours. Et donc voilà, donc si vous partez avec un trop gros retard au niveau de votre moyenne, ça va être dur de rattraper ça, même pour le concours, même si vous êtes très bon. Voilà. Du coup, c'est quoi les alternatives que vous avez au concours Sésame? Donc, si vous voulez faire une école post-bac, donc je vous ai déjà bien expliqué comment ça fonctionnait. Vous avez le concours Access qui est très important. En fait, ce qui est bien avec le concours Access, c'est que vous avez 3 PGE, un l'IESEG, 3 programmes grandes écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. À l'IESEG et à l'ESCA, c'est les deux meilleures écoles, il y a plus de 1000 places. C'est beaucoup. Dans les écoles du concours Sésame, je vous ai dit, il y a 16 écoles. En moyenne, il y a plutôt 350 places par école. Donc, du coup, l'IESEG et l'ESCA, ça vaut 3 écoles tout seul. 3 écoles IESEG, 3 écoles l'ESCA. Et donc, du coup, ça vaut comme 6 écoles, en fait, quand on compare à Sésame. Et l'ESDES, il y a tout dans les 350 places. Ok. Donc, c'est comme s'il y avait 7 écoles si on compare à Sésame. Et au concours Sésame, hein, sur les 16 écoles, elles ne se valent pas toutes, hein, les écoles. Donc, vous voyez, il y a 16 écoles, elles ne se valent pas toutes. Les écoles qui vont vraiment nous intéresser, ça va plutôt être les 5-6 meilleures. Ok. Donc, il faut garder ça en tête. Honnêtement, vous allez payer 10 000 euros votre année minimum. Vaut mieux les mettre dans une école qui est bien. Ok. Parce que si elle est moyenne, ça va aussi être 10 000 euros. Ok. Donc, c'est très important de bien préparer vos concours et d'avoir la meilleure école possible parce que quoi qu'il arrive, ça va vous coûter 10 000 euros l'année. Donc, autant les investir dans la meilleure école possible. Voilà. Euh, du coup, si vous voulez pas faire une école post-bac, mais vous voulez plutôt faire une prépa, vous faites une prépa et après, vous avez accès aux écoles de commerce. Ça vaut le coup de faire une prépa que si on a un top 5, par rapport à l'IESEC, je veux dire, ou à l'ESSEC, au bibier de l'ESSEC. Je vous donne un comparatif. L'IESEG, c'est un programme grande école, c'est le meilleur programme grande école que vous avez en 5 ans. C'est du même niveau à peu près que l'ESSEC en BBA. C'est peut-être même encore un tout petit peu plus dur, BBA de l'ESSEC, s'il y a encore moins de place. Ok. L'IESSEC, ça correspond à la 7e meilleure école de commerce de France, classe préparatoire inclus. Ok. Donc, si vous avez HEC, l'ESSEC ou le SCP en programme grande école, c'est les meilleures écoles que vous puissiez faire. Si vous avez l'EM Lyon ou l'EDEC en programme grande école, c'est génial aussi. Si vous avez en dessous à partir d'Audencia, c'est du même niveau que l'IESEG. Et après, c'est même moins bon. Ok. Donc, si vous avez le choix entre une école post-bac et faire une prépa, si vous mettez vos 2 vœux sur Parcoursup. Si vous voyez que dans la prépa, il y a assez peu d'étudiants qui sont admis dans le top 5 des meilleures écoles de commerce et que vous avez l'IESEG ou l'ESSEC, par exemple, en BBA, dans ce cas-là, vous ne devez pas réfléchir, vous devez prendre l'IESEG ou le BBA de l'ESSEC, ce sera la meilleure solution pour vous. Les écoles de classe préparatoire ou les écoles post-bac, elles fonctionnent de la même manière et elles sont pareil, c'est très international, c'est payant et vous allez avoir des bonnes périodes de stage. Hem, les écoles hors concours, elles sont souvent pas très intéressantes. OK. La seule qui vaut vraiment le coup pour moi, c'est l'EDEC en BBA et à la limite, je veux bien le SCP en bachelor. Mais même le bachelor d'Audencia, c'est pas top, moi, je trouve. Même pas top du tout. Le bachelor de l'IESEG, pas le PGE, le bachelor, c'est franchement, c'est pas je vous le recommande pas. Voilà. Hem, après, c'est mon point de vue, hein, je vous donne mon point de vue, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hem, au niveau des universités aussi, c'est une possibilité, hein, pour faire des études de gestion, c'est d'aller à l'université. Le parcours complet, il dure 5 ans. Au bout de 3 ans, vous avez une licence. Après, vous pouvez choisir un master, faire master 1, master 2. Quand vous faites votre licence, vous êtes pas sûr d'être pris en master. Donc, c'est comme un mini concours, hein, le fait de rentrer en master. Et donc, du coup, bah, plus vous êtes bon, mieux c'est. L'avantage de l'université, c'est que c'est gratuit ou quasiment gratuit. C'est beaucoup moins international que, que les écoles, à part pour Sciences Po et pour Dauphine. Et vous avez moins de périodes de stage. Après, vous avez quand même la possibilité de faire une année de césure entre la 4e et la 5e année pour faire des stages. Les stages en université, ça vient vraiment à partir enfin, à partir de la fin de la 3e année en général et c'est un stage court de 3 mois, quoi, à ce niveau-là. Donc c'est vraiment moins fourni en stage que les écoles.
Mais par contre, en master, vous avez des stages. Et donc, du coup, vous avez des très bonnes universités et vous avez des moins bonnes. Si vous êtes pris dans une université qui n'est pas très bonne et que vous êtes vraiment bon, vous pouvez faire des passerelles pour aller vers des programmes meilleurs au fur et à mesure des années. OK? Mais plus vous commencez dans une bonne université, mieux c'est. La grosse différence aussi, c'est qu'à l'université, vous allez être, à part à Dauphine et à Sciences Po, encore une fois, vous allez être dans des gros groupes, des amphis tout le temps, très régulièrement. Si vous faites une école de commerce, vous serez 30 parcours. Voilà. Euh, Ensuite, vous pouvez faire des parcours plus courts, des BUT en 3 ans ou des BTS en 2 ans. C'est des formations qui sont diplômantes, qui ne sont pas internationales, qui peuvent être gratuites ou payantes. Il y a des BUT qui sont pas mal, mais ça va jamais être top niveau, les BUT. Et les BTS, c'est un niveau plus faible. C'est quand on veut vraiment faire des études plutôt courtes. Même si on a possibilité de continuer après un BUT ou un BTS, c'est pas l'objectif normalement d'un BTS. Et d'un BUT, ça peut être l'objectif si vous êtes dans un très bon BUT de vouloir continuer quand même un petit peu après. Alors, je vois qu'il y a des questions. Déjà, je regarde si ce pas des problèmes techniques. Ok, bah, je répondrai à toutes les questions derrière. Mais j'ai vu qu'il y a des bonnes questions. Ok, donc là, je vous ai mis le classement des écoles post-bac. Je vous en ai déjà parlé. Le premier classement, c'est les écoles des programmes grande école. Le deuxième, des BBA. En fait, on ne mélange pas les deux classements. Le premier, c'est un classement du Figaro de l'année dernière. Le deuxième, c'est un classement de l'étudiant. Ok? Donc, enfin, c'est le classement de cette année, pardon. Juste une mise en garde que je veux vous faire, la première chose, c'est que j'ai pris les meilleures écoles à chaque fois. J'ai pas, il se trouve qu'elles sont toutes dans les concours, à part les DEC, hein. Donc c'est pas que j'ai fait un tri, ok? Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire attention au classement, parce qu'ils changent d'une année sur l'autre. Parfois, ils changent beaucoup, mais le vrai niveau des écoles, il change pas tant que ça. Donc du coup, il faut les prendre avec du recul. Donc si vous regardez le classement des PGE, des programmes grande école, pardon, le premier des classements. L'IESEG est vraiment numéro un, il n'y a pas trop de débat. Entre l'ESCA et le M Normandie, franchement, parfois c'est le M Normandie devant l'ESCA, parfois l'ESCA devant le M Normandie. Moi, je trouve que le M Normandie est sur un meilleur élan que l'ESCA, mais c'est des écoles d'un niveau comparable. OK? Le M Normandie, ils ont une stratégie en ce moment que j'aime beaucoup, qui est d'ouvrir des campus à l'international, dans des endroits où il y a des grosses universités. Donc là, ils ouvrent à Boston pour votre année, là, pour l'année prochaine. Donc vous pourrez étudier à Boston dès la première année et avoir les professeurs des meilleures universités de Boston. Ils ont fait ça, la même chose avec Oxford il y a quelques années. Ils ont fait ça aussi à Dublin, à Dubaï, etc. Les SCA, ils ont eu la stratégie d'ouvrir des campus dans toute la France. Ils ont aussi quelques campus à l'étranger, notamment à Shanghai. Mais voilà, mais c'est des écoles qui sont bien installées. On a aussi le MLV qui peut être assez intéressante. Moi, je mets ça un petit peu derrière, mais c'est pas mal aussi parce qu'ils ont un programme spécialisé pour les sportifs de haut niveau et donc vous avez tout qui est mis en place pour les sportifs. Pour les BBA, l'ESSEC est numéro un, c'est indéniable. Après, en 2 pour moi, c'est l'EDEC et le M Lyon ensemble. C'est pas Schema en 3. Ok. Euh, Comme je vous ai dit, il faut se méfier des classements. L'EDEC, ils se déclassent, c'est septième il y a 2 ans. Ils n'ont jamais été septième pour moi. Ils ont toujours été 2, 3, 4. Ok. Ils ont jamais été premiers non plus, hein. Ils ont toujours été 2, 3, 4. Voilà, c'est ça leur vraie place. 2, 3, 3, 4. Ok. Le M Lyon, leur vraie place, c'est 2, 3. Et Schema, on pourrait mettre Neoma à la même place. Il y a des années, il y a l'année dernière, c'était, je crois, ou il y a 2 ans, c'était Neoma qui était mis en 2. Voilà, vous voyez? Donc ça change d'une année sur l'autre. Dans les faits, ESSEC en 1, EDEC en 2, 3, Schema Neoma en 4, 5. Voilà, c'est ça ce que je pense vraiment. Ok. Et après, on pourra en discuter si vous avez des questions, je pourrais me justifier. Du coup, alors voilà, ça c'est le concours en 2023. En 2023, on avait les enjeux contemporains, on avait la partie raisonnement et compétences avec logique générale, aptitude numérique, aptitude verbale, les langues LVA, anglais et LVB au choix parmi 10 langues, et l'analyse documentaire. Ça a changé depuis l'année dernière. Les enjeux contemporains, c'est resté, c'est dans la partie comprendre. Les mathématiques, les aptitudes verbales, c'est devenu les maths, mais c'est exactement le même programme qu'avant. Les aptitudes verbales, c'est devenu le français dans la partie communiquer, c'est exactement comme avant. Mais c'est la même chose qu'avant, c'est le même programme, disons, même si le format a un tout petit peu évolué. La LVA anglais, c'est resté la LVA anglais, la LVB, c'est resté la LVB. Juste si vous êtes bilingue dans une autre langue que l'anglais, par exemple en espagnol, vous pouvez dire ma LVA, c'est l'espagnol, mais vous serez obligé de prendre l'anglais en LVB. Ok. Ça va être absolument une de vos langues. Ça va changer en fait sur les coefficients des épreuves. Ok. L'analyse documentaire, ça n'a pas bougé. La logique générale, ça a disparu et ça a été remplacé par les compétences digitales depuis l'année dernière. On va revenir en détail sur les matières, vous inquiétez pas. Donc, si on fait un petit rappel sur les épreuves, les compétences digitales, vous avez 20 questions à faire en 20 minutes, les maths, 20 questions en 40 minutes, le français, 40 questions en 30 minutes. Les langues, vous avez 2 fois 40 questions à faire, tout est en format QCM. L'analyse documentaire,
c'est 20 questions à faire en 2 heures. Je vais vous en reparler bien en détail après. Les enjeux contemporains, 40 questions à faire en 30 minutes. Selon les écoles, le coefficient pour chaque épreuve ne sera pas le même. Donc vous allez passer des épreuves communes, ça va être les mêmes épreuves écrites pour tout le monde, mais selon les coefficients que chaque école met devant chaque matière, le classement sera différent. Donc il y a des écoles où vous serez peut-être très bien classé, d'autres un peu moins bien, parce que si l'anglais est très important dans une école et moins dans un autre, et vous avez été très bon en anglais, bah, ça peut-être, voilà, peut-être moins vous avantager pour une autre école. Après les épreuves, donc vous avez votre note de dossier qui va avec les épreuves écrites. Et après les épreuves écrites et la note de dossier, 2 semaines après, donc les épreuves écrites, c'est le 15 avril cette année, comme l'année dernière. Et les épreuves orales, vous allez avoir le résultat des épreuves écrites, pardon, après 10 jours après les écrits, donc vers le 24-25 avril. Et ensuite, les épreuves orales, elles commenceront le 28-29 avril, 30 avril peut-être. OK? Et elles se tiendront jusqu'à mi-mai. Les épreuves orales, elles sont individuelles pour chaque école. Donc si vous êtes admissible partout dans les 16 écoles, vous n'allez pas passer 16 fois des oraux. C'est au moment des épreuves orales que vous allez dire finalement, je vais peut-être passer les oraux que dans les 4 écoles qui m'intéressent le plus. Donc moi, pour moi, la sélection des écoles, elle ne doit pas se faire au moment de Parcoursup. Sur Parcoursup, vous mettez toutes les écoles, mais vous devez faire la sélection au moment des oraux, en fait, des entretiens. Vous regardez où vous êtes admissible et vous choisissez où vous allez. Pourquoi ça peut être intéressant de mettre une école qui ne vous plaît pas? Parce que imaginons que vous êtes pris à l'ESSEC et enfin partout, et vous voulez aller à l'ESSEC. Au moment où vous choisissez vos dates des oraux, c'est un peu la guerre. Et vous dites, OK, l'ESSEC, il vous propose que le 1er mai. Bah, peut-être vous serez content en fait d'aller chez PSB pour passer un entretien pour vous entraîner le 30 avril. OK? Et donc, du coup, même si PSB vous en foutez, et bah, c'est pas très bien de parler comme ça de PSB, mais c'est pas la meilleure école, honnêtement. Même si PSB vous vous en foutez, bah, dans ce cas-là, ça vous fait un entraînement gratuit pour l'ESSEC, donc ça peut valoir le coup. OK? Vous n'allez pas faire ça avec 10 écoles, mais vous pouvez prendre une école. OK? Donc voilà, c'est pour ça que selon moi, il faut faire la sélection un peu plus tard. Du coup, maintenant, on va faire un petit peu un tour d'horizon des épreuves. Donc, la première épreuve, c'est la partie. Donc, j'ai mis dans raisonnement et compétences, c'est pour organiser les épreuves, mais ça s'appelle plus comme ça, ok? Mais donc, les compétences digitales, le programme, il est calqué sur ce qui se fait dans la certification PIX, ok, en terminale. C'est à peu près le même programme. Vous allez avoir des questions de sécurité, des questions enfin, liées à la sécurité de votre environnement numérique. Vous allez avoir des questions liées à la constitution d'un environnement numérique avec les hardware, logiciels, comment ça fonctionne, etc. Quelles sont les applications obligatoires dont on a besoin, etc. Vous allez avoir un petit volet sur le cyberharcèlement. Vous allez avoir aussi de la programmation. Vous allez comprendre c'est quoi les différents types d'attaques qu'on peut faire sur un ordinateur. Euh, les risques, aussi les contraintes écologiques liées au digital, etc. Ça, c'est tout le programme. OK? Donc, par exemple, un type de question que vous pouvez avoir, c'est quelle est l'empreinte carbone mondiale des data centers en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre? euh, on pourrait dire en 2022 ou en 2023. La réponse est 2%. Au moins, vous avez l'ordre de grandeur. Ok, 2% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sont dues juste au data center, au stockage de vos données. Donc, il y a un vrai enjeu d'être économe en données ou alors de trouver un nouveau moyen de stocker les données. C'est des choses qu'on discute pendant le cours. En mathématiques, vous allez avoir 20 questions à faire en 40 minutes. Vous n'avez plus le droit au brouillon depuis l'année dernière et vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel, mais la calculatrice, elle est, comment dire, euh, elle vous permet de faire que des fonctions basiques. Donc typiquement, si on vous dit l'embouteillage le plus long de France a duré 21 heures, 16 minutes et 31 secondes, soit l'équivalent en secondes, déjà le fait que ça finisse par 1, 31 secondes, la bonne réponse, ça doit finir par un 1. Donc c'est soit ça, soit ça, soit ça. On peut dégager 76 517. OK? Une heure, c'est 3600 secondes. Vous n'avez qu'à faire 21 fois 3600. Vous allez arriver à plus de 70 000. Donc la bonne réponse, ça sera forcément la réponse D. OK? C'est un type de question possible qui peut tomber. En français, vous allez avoir 20 questions à faire je dis pas de bêtises, c'est bien 20 questions en 20 minutes. C'est 20 questions en 20 minutes en français. J'ai un petit doute tout d'un coup. J'ai dû le noter. Ouais, c'est 40 questions en 30 minutes, pardon. Ouais. Le français, pardon, excuse-moi. Donc, compétences digitales, 20 questions en 20 minutes. Français, maths, pardon, 20 questions en 40 minutes. Français, 40 questions à faire en 30 minutes. Au programme du français, vous avez conjugaison, grammaire, orthographe.
Vous allez avoir plein de petits pièges en fait enfin, il y a beaucoup de choses qui retombent souvent. C'est par exemple le pluriel des mots composés, les pluriels des couleurs, le pluriel des nombres, parce que c'est des règles que beaucoup de gens ne connaissent pas et c'est assez compliqué. Les accords des participes passés avec l'auxiliaire être, avoir et aussi avec les mots, euh, pardon, les verbes pronominaux. Réfléchir réciproque. Parce qu'il y a des exceptions, donc on va aussi avoir les exceptions. Vous allez avoir aussi euh, toute une partie littérature, connaître les courants littéraires, donc ça c'est plutôt lié au bac de français, et connaître les expressions de la langue française, connaître même les locutions latines, ok? Et aussi connaître les figures de style. Voilà, je dirais que c'est ça le gros du programme en français. En langue, vous allez avoir donc la LV1, l'anglais, ça va être 40 questions à faire en 30 minutes, la LVB, 40 questions à faire en 30 minutes, ok? Donc, vous pouvez choisir vos deux langues. Euh, la enfin, pour l'anglais, pardon, excusez-moi, et même pour la LVB, le programme, c'est quoi? Il faut connaître, du coup, euh, excusez-moi, j'ai un coup de... Je suis fatigué, je bafoue quand je suis fatigué. Alors, je répète. Donc, pour l'anglais, vous allez avoir les mots transparents, vous allez avoir les faux amis, vous allez avoir les verbes irréguliers, vous allez avoir euh, quoi d'autre? Excusez-moi. Euh, vous allez avoir un peu de la littérature anglo-saxonne. Enfin, pas littérature, pardon. Excusez-moi. Actualité du monde anglo-saxon. Actualité du monde anglo-saxon. Excusez-moi. Vous allez avoir un tout petit peu de compréhension de texte, mais vraiment pas beaucoup. Vous allez avoir beaucoup de grammaire, évidemment. Vous allez avoir les mots de liaison. Vous allez avoir euh, bon, voilà, c'est à peu près ça. Ouais, vous avez compris c'était quoi pour le sujet. Mais c'est très orienté grammaire. Pour être bon, vous n'avez pas besoin d'être bilingue, hein. Faut connaître les règles qui tombent. OK? Donc ça se travaille vraiment. Et on a des gens qui sont bilingues, mais qui sont pas, enfin, qui sont très très bons en anglais, mais qui sont pas parfaits en grammaire. À l'oral, ils vont être complètement fluides, mais ils vont pas être excellents au concours Sésame. On a d'autres étudiants, ils sont pas hyper forts en anglais, ils sont même moyens, et ils peuvent avoir de très bonnes notes en anglais. Donc vraiment, c'est une question de, il faut être bon en grammaire, quoi. C'est vraiment particulier. Et donc, nous, quand on se prépare hein, aux épreuves de langue, on se prépare spécifiquement pour le concours. Le but, c'est pas de vous rendre bilingue, c'est que vous connaissiez toutes les règles et comme ça, vous pouvez répondre aux questions. Pour les enjeux contemporains, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. OK? Donc, nous, notre manière de travailler les enjeux contemporains, c'est de faire en fait des cours hebdomadaires entre janvier et mars, d'une heure et demie, où on reprend sujet par sujet tout ce qui est au programme et tout ce qui va tomber. On fait ça jusqu'à la semaine avant le concours. On a tout balayé et en général, on arrive à anticiper entre 75% à peu près des questions, entre 70 et 80% des questions qui tombent tous les ans. Donc du coup, notre manière de vous faire travailler les enjeux contemporains, c'est pas de vous faire apprendre des dates par cœur. C'est plutôt d'essayer de vous faire comprendre les actualités, comprendre le contexte. Et si vous comprenez quels sont, bah, par exemple, pour un conflit, les différents protagonistes, comment ils sont liés les uns aux autres, qui est allié avec qui, quels sont les intérêts de chacun, en fait, vous serez capable de répondre aux questions dessus. Et ça rend le sujet d'ailleurs très intéressant et passionnant. Une bonne manière aussi de se préparer aux enjeux contemporains, c'est de regarder les actualités, par exemple, soit à la télé, soit via, par exemple, Hugo Décrypte, c'est pas mal si vous suivez ça sur YouTube ou sur Insta. Ça peut vraiment vous aider en tant qu'étudiant à bien suivre les actualités et à être bien à jour pour les enjeux contemporains. Et enfin, vous avez l'analyse documentaire. D'ailleurs, je reviens sur les langues. Avec la prépa et prépa campus, on prépare évidemment au concours Sésame et on prépare à tout sauf à la LVB. Parce que comme il y a 10 LVB différentes, les 10 deuxième langues, eh ben, on ne fait pas toutes les langues. Donc on ne prépare pas aux deuxièmes langues. De toute façon, c'est aussi souvent la matière avec le plus petit coefficient. En tout cas, c'est souvent la matière la moins importante. Par contre, on fait évidemment tout le reste avec les étudiants. Mais vous pouvez vous entraîner, on peut vous donner des entraînements pour que vous puissiez travailler en dehors des cours, hein, bien évidemment, dessus. Il n'y a pas de souci. Et enfin, la dernière matière, c'est l'analyse documentaire. L'analyse documentaire, vous allez avoir 20 questions au format QCM aussi. Tout est au format QCM. Les questions de repérage, d'analyse et de synthèse. En fait, on va vous donner un corpus de documents qui fait à peu près 25 documents. C'est très très long. Ça fait facilement 25-30 pages. Vous allez avoir des textes, mais vous allez aussi avoir des petites illustrations comme ce que je vous ai montré ici. Tous les textes vont être sur un même sujet. Ok. Par exemple, là, ça va être, c'était sur la machine et l'homme, je crois. Enfin, c'était sur l'intelligence artificielle, pardon, ce sujet-là, il me semble, de mémoire. Ok. Et donc, du coup, tous les
tous les textes et toutes les illustrations vont être liés à ça, mais ça va prendre plusieurs angles liés à ce sujet. Donc, vous avez trois types de questions, les questions de repérage, analyse, synthèse. Les questions de repérage, c'est les plus faciles et c'est celles qui valent le moins de points. Vous en avez six en général dans un sujet. Pour une question de repérage, on va vous demander par exemple en quelle année a eu lieu le face-à-face historique entre Kasparov et Deep Blue. Et là, vous regardez, et dans le texte, ils vous disent le face-à-face entre Kasparov et Deep Blue a eu lieu en 2001. Voilà. Et c'est la bonne réponse. Je dis au hasard, hein, je n'ai pas lu ce ce qui a été dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous trouvez la réponse noir sur blanc. Voilà, le match de 1997, il le dit ici. Donc l'info, elle était là, et c'est ça la bonne réponse. Et dans les réponses, on vous a proposé 95, 97, 99, 2001. Vous devez trouver la bonne réponse. Donc les questions de repérage, c'est pas trop compliqué, mais c'est pas beaucoup de points. Euh, vous pouvez pas faire de contrôle F et d'utiliser des raccourcis clavier pour essayer de trouver les informations, hein. Vous devez les trouver par vous-même, bien évidemment. Les questions d'analyse, c'est beaucoup plus compliqué, ça vaut beaucoup plus de points. Pour les questions d'analyse, en fait, on va vous poser une question, on va vous proposer 4, 5, voire 6 réponses, et il peut y avoir plusieurs réponses de correctes. OK? Et donc, du coup, les bonnes réponses peuvent se retrouver dans plusieurs textes. Et il va falloir, comment dire, tout est dans le détail hein, pour les questions d'analyse. Et donc, du coup, s'il y a trois bonnes réponses, par exemple, et vous mettez les trois bonnes réponses, vous avez tous les points. Si vous mettez deux bonnes réponses sur trois, vous avez deux tiers des points. Une bonne réponse sur trois, un tiers des points. Si vous mettez toutes les bonnes réponses, mais vous avez une réponse fausse, vous avez zéro point. Donc, à partir du moment où vous avez une mauvaise réponse dans vos réponses, vous perdez tous vos points. Donc, il faut faire très attention à ce que vous mettez. Et si vous avez un doute, bah, vaut mieux pas tenter. OK? Pour la synthèse, la troisième partie, pardon, qui est aussi une partie qui vaut beaucoup de points, en fait, il y aura une synthèse qui sera rédigée pour vous et vous devez choisir la problématique, le titre des parties. Il y a des trous, vous devez remplir les trous. Encore une fois, tout est dans la nuance. Donc, c'est pas que toutes les réponses, il n'y a pas une bonne réponse et trois réponses fausses. Il y a une réponse qui va être plus correcte que les autres, qui va mieux correspondre que les autres. Donc, il y en a peut-être une qui va être complètement fausse, il y en a peut-être deux qui vont être assez correctes mais partielles, et il y en a peut-être une qui va être plus globale et qui va être mieux. Et donc, du coup, ce sera la bonne réponse. Euh, et donc, du coup, pour l'analyse documentaire, vous avez que 2 heures pour cette épreuve-là. Et au vu de la taille du corpus documentaire, c'est vraiment une épreuve où il faut avoir une très très bonne méthodologie pour bien s'en sortir et avoir des bonnes notes. C'est possible d'avoir de très bonnes notes, mais c'est possible aussi d'être très dépassé et d'être complètement perdu le jour du concours. Donc, on va faire très attention à ça. Du coup, si vous souhaitez vous entraîner seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. La première, et ça je vous recommande de le faire, c'est de télécharger l'application Concours Sésame 2025. Vous pourrez y avoir accès à partir de début octobre, donc peut-être qu'elle est déjà en ligne. J'ai pas vérifié aujourd'hui ou hier, hein, mais ça va être après, maintenant qu'elle va être mise en ligne. Alors, si vous l'avez déjà téléchargée, vous avez pu remarquer que elle a beaucoup de qualités, mais elle a aussi beaucoup de défauts. Euh, bon, déjà, pour avoir accès à l'application, il faut payer 100 euros. Mais le jour où vous vous inscrivez au concours, on vous retirera 100 euros des frais de scolarité. Enfin, des frais d'inscription, pardon. Donc, le concours, c'est 295 euros. C'est moins 50% si vous êtes boursier. Mais du coup, si vous vous inscrivez à l'application, vous payez 100 euros. Mais le jour de votre inscription sur Parcoursup, au moment où il faudra payer, vous paierez que 195 euros au lieu de payer 295. Donc, c'est comme si l'application était gratuite. Euh, Il y a En fait, les exercices sont bien, parce que c'est des exercices d'anal, il y a des corrections, donc ça c'est cool. Le seul problème, c'est que si vous faites un sujet de maths, vous allez le voir tout de suite, vous faites un sujet de maths, il y aura 10 questions, vous refaites un deuxième sujet, il y en aura au moins, allez, au moins 3, ça va être, vous les aurez déjà vus. En fait, le nombre de questions est assez restreint, même très restreint. Donc du coup, c'est pas mal pour s'entraîner dans son lit, faire quelques exercices, mais pas plus. OK? Parce que, parce qu'il n'y a pas assez il y a pas assez de données, il n'y a pas assez d'exercices. OK? Si vous voulez vous entraîner, il y a des livres qui existent, le Grand Manuel du concours Sésame ou la Bible du concours Sésame, c'est le plus connu. Moi, je préfère le grand manuel, mais le problème des livres, c'est qu'ils sont pas du tout à jour. C'est-à-dire que les exercices, les concours ont évolué et les exercices sont vachement dépassés. En fait, on remarque souvent, par exemple, que les exercices du grand manuel du concours Sésame, il y a plein d'exercices en commun avec le grand manuel du Taj-Mash, qui est un autre test euh, qu'on fait plus tard. Ok? Et en fait, c'est souvent l'exercice du Taj-Mash qu'on met pour le concours Sésame. Et c'est vrai que les deux concours se ressemblaient assez il y a 10 ans. Ça fait longtemps que je fais de la préparation au concours, et il y a 10 ans, ça se ressemblait beaucoup. Maintenant, c'est très très différent. Et donc, du coup, les contenus, malheureusement, ils ne sont pas très à jour dans les dernières versions. Et donc, ce qui va être vraiment intéressant dans le livre, le grand manuel du concours Sésame, moi je trouve, c'est la partie cours qui peut vous aider, notamment en mathématiques. Après, les exercices, ça vous fait des entraînements en plus, mais c'est pas top. Vous pouvez suivre des comptes Insta, je vous ai déjà
parler du Go Decrypt, hein, pour les actualités. Pour l'anglais, BBC Learning English, c'est pas mal pour avoir quelques tips pour s'améliorer. Donc, franchement, n'hésitez pas à suivre BBC Learning English, ça peut vous aider. Pour le raisonnement, hein, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a plein d'exercices et d'astuces, hein, qui sont mis en ligne. Et sinon, la chaîne YouTube de Ed Academy est pas mal, moi, je trouve, pour avoir quelques astuces. C'est une chaîne qui est très bien faite, je trouve. Pour les étudiants de la prépa, de Prépa Campus, nous, on a une plateforme avec plein d'exercices, avec des corrections PDF, avec des corrections en vidéo pour tous les exercices détaillés. On a des petits bouts de cours pour tous les thèmes. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour vous entraîner. En fait, si vous faites partie de la prépa, vous avez besoin de rien. Prenez l'application Concours Sésame pour faire dans votre liste, c'est bien, mais sinon, n'achetez surtout pas le livre. Ça servira à rien, il y aura 1000 fois plus sur, sur la plateforme et le contenu est à jour, il est hyper à jour. Tout le contenu a été fait de l'année dernière et cette année. Et donc, du coup, on met le contenu à jour tout le temps. C'est vivant, quoi, la plateforme. Et les cours aussi que vous pouvez avoir avec la prépa sont enregistrés et sont disponibles aussi sur la plateforme en replay si jamais vous ratez un cours. Et faire une prépa, quasiment, enfin, beaucoup d'étudiants maintenant font des prépas pour le concours Sésame, c'est la majorité des étudiants. Et je sais que parmi vous, bah, il y a des étudiants qui n'ont pas les moyens de se payer une prépa. Et donc, du coup, pour les étudiants boursiers, je me suis longtemps posé la question de ce qu'on pouvait faire. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de mettre à disposition la plateforme Sésame pour 300 euros à tous les étudiants qui étaient boursiers. Ça vous permet d'avoir accès au replay de tous nos cours, à plein de fiches d'exercices, plein d'entraînements, etc. Et vous pouvez, avec ça, être en compétition avec tout le monde sur un pied d'égalité à un coût qui est vraiment réduit pour se préparer au concours Sésame. Et c'est une très bonne manière pour vous de vous préparer. Et si vous avez besoin de des questions ou des conseils, de toute façon, vous pouvez m'appeler et je vous donnerai tous les conseils dont vous avez besoin, quoi qu'il arrive. Donc, voilà. C'est aussi un moyen de mettre de l'équité dans le concours. Et si vous souhaitez vous préparer avec nous, bah, on a des formules pour préparer Access, pour préparer Sésame et pour préparer les deux concours. Pour le concours Sésame, en fait, ce qu'on fait, c'est que on propose deux options. Une option, qui est celle que je vous recommande à ce stade-là de l'année, c'est de faire une partie en cours hebdomadaire, une partie en stage. Et une option, vous faites tout en stage intensif. Donc, si vous prenez l'option avec les cours hebdomadaires, vous allez avoir l'anglais et l'analyse documentaire en stage intensif pendant les vacances scolaires, parce que c'est plus efficace en stage intensif. Vous serez trois parcours maximum. Et donc, ces stages-là, ça sera soit en décembre, soit en février. Pour le module d'anglais et le module d'analyse documentaire, c'est 2 heures par jour sur 5 jours pour chaque matière. Donc, si vous faites les deux sur la même semaine, ça fait 4 heures par jour, soit une matinée, soit une après-midi. Vous pouvez faire ces modules, ces stages intensifs, soit en présentiel au métro République à Paris, soit à distance. OK? Vous avez un module d'enjeu contemporain, c'est ce que je vous disais, c'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Donc ça, on le fait juste avant le concours, entre janvier, pardon, et fin mars, au moment où ils arrêtent les programmes, et vous serez à jour sur tout, sur tout. Il y a 8 séances d'1 heure et demie, c'est des cours qui sont passionnants, et les étudiants, ils adorent ces cours-là. On ne vous fait pas gratter pendant 1 heure et demie, c'est pas du tout le but. On vous raconte tout, et on vous donne des fiches euh, de révision que vous pouvez imprimer même un peu en avance. Et vous pouvez prendre vos notes dessus si vous voulez rajouter des notes, mais en fait, voilà, vous ne serez pas en train d'écrire, vous serez en train d'écouter et de participer au cours parce que c'est un cours qui est très vivant. Et si vous faites les cours hebdo, vous aurez mathématiques, français, compétences digitales en cours hebdomadaire. Et on vous propose des cours hebdomadaires tous les jours. Soit vous faites ça le lundi, soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi, soit le vendredi. Les horaires, c'est soit de 18 à 19, soit de 19h15 à 20h15, ça dépend des jours. Pour faire tout le programme, il faut venir une seule fois dans la semaine. Soit le lundi, soit le mardi, soit le mercredi. Enfin, voilà. Mais on vous donne quand même accès à tous les cours, ce qui fait que si vous voulez venir plusieurs fois dans la semaine, vous pouvez. C'est quoi l'intérêt de venir plusieurs fois dans la semaine? Bah, en fait, si vous venez plusieurs fois dans la semaine, vous n'aurez pas besoin de vous entraîner seul avec la plateforme parce que en vrai, vous ferez tout le programme deux fois en fait. Et le lundi, le mercredi et le vendredi, on ne fait pas le programme dans le même ordre. Donc si vous venez par exemple le lundi et le mercredi, peut-être que le lundi, vous allez faire, je ne sais pas moi, les compétences digitales en novembre, et le mercredi, vous allez faire peut-être des mathématiques. Sauf que quand on va arriver au mois de février, bah, peut-être que le lundi, en fait, vous serez en train de faire du français, et le mercredi, vous ferez les maths. Ce qui fait qu'en fait, vous allez tout faire deux fois. Vous allez faire deux fois les maths, deux fois le français, deux fois les compétences digitales, mais pas dans le même ordre. Et on aura changé tous les exercices entre-temps. Donc, le fait de venir deux fois dans la semaine, ça vous donne la possibilité, en fait, de faire deux fois le programme à chaque fois et de faire plein d'exercices différents. Et en fait, ça vous fait des révisions parce que vous faites deux fois le programme, mais pas au même moment. Donc, si vous faites les maths, typiquement, bah, je sais pas moi, en novembre-décembre le lundi, bah, peut-être que le fait de le faire en février-mars le mercredi, ça vous fera une piqûre de rappel et ça vous permettra aussi de vous réentraîner. Et vous aurez un excellent niveau à faire ça. Si jamais vous décidez de venir qu'une fois par semaine, c'est bien de continuer de s'entraîner régulièrement avec notre plateforme en plus, et il n'y a pas de souci. Les cours hebdomadaires, ils durent 1 heure. Et si vous, du coup, vous faites l'autre formule avec les stages, bah, du coup, vous faites tout en stage et vous serez à chaque fois trois parcours ou deux parcours.
Et du coup, ça vous fera plus de stages, ce sera plus dense. Mais il ne faut pas oublier quand même de travailler avec la plateforme après la période de stage. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes suivi, hein, quelle que soit la formule que vous choisissez, vous êtes suivi. Ça va être moi votre point de contact. Et donc, du coup, bah, pour les matières que vous faites en stage, vous serez suivi par vos profs de stage. Pour les matières que vous faites en cours hebdomadaire, ça va être moi votre référent. Et si vous avez des questions sur les concours, des questions sur euh, les lettres de motivation pour Parcoursup, ou même enfin, des questions sur Parcoursup, des questions sur les écoles, etc., vous aurez mon numéro perso de toute façon, une fois qu'il y a aussi mon numéro de travail. Et vous aurez la possibilité de me joindre, de prendre rendez-vous avec moi. Je vous explique tout. À la fin de chaque période de stage, je vous propose aussi de prendre rendez-vous avec moi, quelle que soit la formule que vous choisissez, et je vous fais un débriefing de comment ça s'est passé pour vous ou en tant qu'étudiant ou même aux parents pour votre enfant. Et je vous explique aussi ce que vous pouvez faire pour continuer de vous améliorer, continuer de travailler après le concours. Et je vous envoie même du contenu si vous voulez vous entraîner, du contenu spécifique en fonction de vos besoins. Si vous faites Access et Sésame et que vous prenez des cours avec les cours hebdomadaires, dans ce cas-là, il faut faire 2 heures par semaine, 1 heure Sésame et 1 heure Access. OK? Et vous avez 3 modules de stage à la place de deux. Vous avez anglais, analyse documentaire, comme pour Sésame, et synthèse en plus. Ça fait troisième module. Ok, et si vous voulez en savoir plus sur le concours Access, qui est quand même très important, il y a une conférence dimanche à 11 heures dessus, où je vais réexpliquer tout ça. C'est une conférence que j'avais déjà faite. Donc, si vous voulez, demain, quand je vous envoie le replay de la conférence de Sésame, d'aujourd'hui, je pourrais vous envoyer le replay aussi de la conférence Access qu'on a fait il y a quelques semaines. Ou alors, je pourrais vous envoyer, on verra, je verrai ce que je fais. Je peux peut-être vous envoyer sinon euh, le lien pour vous inscrire à la conf de dimanche. OK? Et à la limite, je vais faire ça. Et si vous n'êtes pas dispo, vous me le dites et je vous enverrai le replay pour le concours Access. Alors, la seule chose que je vous ai pas dit, c'est que du coup, bah, quand vous êtes en stage à 3 parcours, on va personnaliser les cours en fonction de vos besoins, de vos difficultés, bien évidemment. Le suivi, ça va être pour, évidemment, c'est vraiment quelque chose de très important. On va vous suivre de très près. Et moi, personnellement, je connais tous les étudiants de la prépa. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous serez obligé de m'avoir au téléphone à un moment. Comme ça, je vous connais, je vous aurais posé des questions, etc. Et je pourrais aussi, du coup, garder le contact avec vous toute l'année. Et c'est des offres qui sont admissibles ou remboursées. En fait, l'année dernière, les étudiants qui ont fait Sésame ou Access, enfin Sésame avec les formules dont je vous ai parlé, ceux qui ont fait Sésame avec les cours hebdomadaires ou avec full stage, ils ont eu tous 100% un de leurs 3 premiers choix. OK? Et donc, du coup, si vous mettez 5 écoles pour Sésame et vous êtes admissible pas, on vous rembourse tout. OK? Pour Access, pareil, si vous mettez 3 écoles et vous avez aucune des trois, on vous rembourse tout. Si vous mettez les 3 écoles, et l'année dernière, on a remboursé personne. Mais par contre, on a beaucoup travaillé. Ceux qui avaient des difficultés, on les a même pris en cours individuel pour leur expliquer les points qu'ils n'avaient pas compris. Et ça, on l'a fait gratuitement. OK? Donc ça fait vraiment partie du suivi. Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous. On vous suit vraiment. On fait l'effort même de faire des cours d'1 heure gratuits avec ceux qui ont besoin pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Donc à partir du moment où vous travaillez avec nous, on fait attention à vous. OK? Euh, quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? 60. Ah oui, pour faire le concours accès, c'est mieux de faire quand même l'option maths complémentaire en terminale. Et je dirais que la plupart des étudiants qui font maths complémentaire, ils font en réalité Access et Sésame. Ils ne s'arrêtent pas que à Sésame. La préparation aux oraux, elle vient en supplément. Selon votre profil, c'est 3 cours ou 5 cours. C'est des cours individuels avec des profs qui ont été soit jury d'admission en école, soit jury en prépa. 100% de réussite pour les étudiants qui ont fait la prépa l'année dernière aux oraux. C'est 120 € la séance. Donc, si vous faites la prépa en 3 séances, c'est 360 €. Et ça viendra s'ajouter à tout ça. OK? Et la préparation aux oraux, on la commence au lendemain des écrits. Elle est extrêmement efficace. Et pour s'inscrire à la préparation aux oraux, on vous demande de vous inscrire à partir de mi-mars, fin mars. Donc, ça ne sert à rien de parler de la préparation aux oraux maintenant. Le but, c'est vraiment de réussir les épreuves écrites pour être admissible aux oraux. Et une fois que vous faites la préparation aux oraux, après, ça passe normalement. Il n'y a pas de souci. Et si vous passez l'EDEC, hors concours, d'ailleurs, c'est le même format pour les oraux de l'EDEC, pour les oraux de Sésame et pour les oraux d'Access. Donc, c'est la même préparation, il n'y a pas de problème. Voilà, donc si vous voulez voir ce que disent nos étudiants, bah, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google. Vous allez voir les avis des étudiants et vous verrez que bah, il n'y a que des 5 sur 5. Que là, je vous ai mis un petit florilège des avis parce que j'en suis super fier. C'est les derniers avis. En réalité, depuis le moment où j'ai fait la slide, il y a eu 2, 3 avis qui sont ajoutés, donc peut-être ce sera les avis juste suivants, hein. Mais je ne les ai pas triés, hein. J'ai juste pris les derniers avis. Et vous voyez, les gens sont très contents, parents et étudiants. On est très proche de nos étudiants, on s'occupe bien de vous. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir des excellents résultats et de faire en sorte que bah, on a une bonne relation. On garde contact d'ailleurs avec plein d'étudiants après la prépa parce qu'en fait, on est devenu assez proches, hein, en réalité, tout au long de l'année. Et c'est ce qui nous permet de bien réussir et de surperformer complètement au moment des concours.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le concours Sésame. J'espère que ça vous a intéressé. Je vais prendre le temps maintenant de répondre à toutes vos questions. Alors, euh, que pensez-vous de l'IPAG et de l'ESCE? Donc, c'est une question de Nord. Je vais être tout à fait sincère avec vous, ce n'est pas les meilleures écoles du concours Sésame. Avoir l'IPAG et l'ESCE, c'est assez facile, hein, vous n'avez pas besoin de moi, en réalité. Si on se prépare, c'est plutôt pour avoir les meilleures écoles. Voilà. Donc, les meilleures écoles, celles qui intéressent le plus les étudiants, ESSEC, EM Lyon, EM Normandie, Neoma, Schema, je dirais c'est ça, à peu près les meilleures écoles. Ok. Après, il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais je ne mettrai pas l'IPAG et le SCE dedans. Que pensez-vous du niveau PGE de l'EM Normandie? J'avais cru comprendre que c'était moyen. Non, c'est pas moyen, c'est un bon programme grande école, le PGE de l'EM Normandie. En fait, si vous faites une prépa et que vous arrivez à l'EM Normandie, c'est-à-dire que vous avez raté votre top 5 ou votre top 7. Donc, vous vous dites, bah, je suis déçu parce que si je fais une prépa, c'est pour avoir le top 5. Sinon, ça vaut pas trop le coup. Maintenant, si vous êtes en post-bac, c'est une très bonne école post-bac et c'est loin d'être moyen. Et surtout, si vous passez par les campus à l'étranger, c'est carrément même un très bon niveau. Et en fait, les étudiants qui viennent en post-bac à la Normandie, c'est des bons étudiants. Et donc, c'est un programme qui est. Alors, moi, j'ai plein de retours des étudiants de la Normandie. Programme qui est très sérieux, très bon niveau des cours, surtout, surtout pour les étudiants qui sont sur les campus à l'étranger. Notamment, j'étais en contact l'année dernière, je suis assez bien en contact avec une étudiante qui était sur le campus d'Oxford. Elle me disait que c'était d'un très bon niveau, que c'était super intéressant. Et il y a des bons débouchés, l'école elle est en train de monter. Et donc, non, c'est un très bon. Enfin, pour moi, c'est vraiment un bon programme. C'est pas le meilleur des programmes, mais ça reste un programme qui est très solide et qui est vraiment à considérer. Si choix, je comprends que c'est mieux de faire programme PGE à l'ESCA et ESSEC Neoma plutôt que bachelor à l'ESCP. Suis surprise. Franchement, sincèrement, oui. Le bachelor à l'ESCP, en fait, il est super international, il est très sexy. Les retours que j'ai des étudiants, c'est on travaille pas beaucoup. Et quand même, pour une école de commerce, je trouve ça dommage. Euh, et, euh, on- et le niveau des étudiants, il est assez hétérogène. Il y a des bons étudiants, mais il y a des étudiants aussi moyens. En fait, c'est possible d'avoir son diplôme sans faire grand-chose. Et donc, à la fin, j'ai eu une étudiante au téléphone la semaine dernière à qui j'ai parlé de ça, hein, et elle avait arrêté le SCP et elle s'était réorientée en droit. Elle m'avait dit, j'ai l'impression que j'apprenais rien là-bas. Voilà. Elle m'a dit, je me suis amusé, mais j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose. Donc, c'est pour ça que je recommande pas le SCP. C'est pas le seul retour que j'ai eu qui va dans ce sens-là. Par contre, les meilleurs PGE, ça va être IESEG, ok? Et après, il y a aussi le BBA de l'ESSEC. C'est ça les deux meilleurs programmes que vous pouvez faire. IESEG, ESSEC. Le plus dur à avoir en réalité, c'est même l'ESSEC, entre l'IESEG et l'ESSEC. Donc c'est ça, ça doit être ça les choix numéro un quand vous êtes un bon étudiant. À côté de ça, BBA de l'EM Normandie, BBA pardon de l'EM Lyon, BBA de l'EDEC, c'est beaucoup mieux que le bachelor de l'ESCP, rien à voir. Et après, SK, Neoma, EM Normandie, c'est pas mal. C'est très bien même. France demande, pourquoi indiquez-vous 6 ans pour les prépas? C'est 2 plus 3. Ouais, c'est 2 plus 3, mais en fait, vous êtes quasiment obligé de faire une année de césure, donc ça fait 2 plus 4. Donc c'est 2 plus 3 plus 1 en réalité. Et donc c'est pour ça que ça fait 6 ans. En réalité, c'est plutôt, j'aurais dû mettre 5 à 7 ans. Parce que parfois, il y en a qui doublent l'année de césure. 6 choix. Est-il préférable de faire BBA, ESSEC, EDEC ou programme PGE type SKI, ESSEC, Neoma? Si vous avez le choix, c'est soit entre ces écoles-là, soit vous faites le BBA de l'ESSEC, soit vous faites l'IESEG. Tout autre choix n'est pas recommandé par ma personne entre tout ça. Maintenant, il y a sur 100 personnes qui ont l'ESCA et l'IESEG, il y en a quand même 20 qui décident d'aller à l'ESCA sur 100 et 80 qui vont à l'IESEG. Donc il peut y avoir des bonnes raisons d'aller à l'IESEG, à l'ESCA plutôt que l'IESEG. Et l'EDEC, pareil, c'est quand même un très bon programme. Et donc, du coup, si vous préférez aller à l'EDEC, si vous êtes dans la région de l'EDEC, c'est que ça reste un excellent choix et vous ne faites pas une erreur non plus. Vous faites pas une grosse erreur, il n'y a pas de problème. Euh, Question de A178512. On dirait le fils d'Elon Musk. Parce que Elon Musk, ses enfants, ils ont des prénoms comme ça, voilà, pour info. J'imagine que c'est un beau pseudo. Est-il conseillé de consacrer beaucoup de temps à travailler le TOEFL avant les concours? Par exemple, le SCP exige 90 au TOEFL, mais si finalement on ne veut pas aller à l'ESCP, la prépa TOEFL est-elle utile pour l'épreuve d'anglais Sésame? Alors, pour le concours Sésame ou pour le concours Access, le TOEFL est complètement inutile, vu que vous avez un test d'anglais. Par contre, le fait de préparer le TOEFL, ça va peut-être vous aider sur certains aspects. Euh, pour Access, vous avez pas mal enfin, vous avez quelques questions de compréhension de texte, et donc du coup, la compréhension de texte au TOEFL, qui est la première partie, elle peut vous être utile. La partie, c'est pour la partie reading, je crois. Et c'est pas utile. Pour toutes les autres parties, ça vous serait inutile. En fait, c'est très différent. Trop différent.
Donc, ça va pas trop vous être utile parce qu'après, au moment du speaking, du writing et du understanding, là, listening, ça, pardon, excusez-moi, ça vous sera un peu inutile. Alors, parlerez-vous du concours Access? Quelle est la logique? Access semble être un concours plus difficile au niveau des maths, alors que l'Escalier et SEC sont des écoles moins bien classées que Neomas, Schema, etc. Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est que l'IESEG, en programme grande école, c'est largement aussi bien que Neoma et Schema en programme grande école. Largement. L'ESCA, c'est un peu moins bien classé. Sauf que les programmes que vous pouvez faire en post-bac pour Neoma et Schema, c'est des programmes, c'est pas les programmes grande école. Donc, entre faire l'ESCA en programme grande école et faire le BBA de Neoma ou le BBA de Schema, on peut en discuter. Ok? Ou même le programme en 5 ans de Neoma ou de Schema, on peut en discuter. Maintenant, l'IESEG et le programme grande école de Neoma ou de Schema, franchement, ça se vaut très très largement. Limite, moi je préfère l'IESEG, sincèrement. Euh, Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment dans les comparaisons. L'IESEC, on peut comparer ça à Neomas, Schema ou Densa en termes de niveau. Après, en fait, en effet, pour le concours Access, le niveau de les mathématiques, en fait, sont très différents de Sésame. Au concours Sésame, vous avez vu, c'est des petits problèmes et en fait, on peut trouver les solutions avec des. Enfin, c'est des petits problèmes, ça ressemble pas du tout aux maths de lycée, en fait. C'est très différent, les maths de Sésame. Les maths d'Access, on a un brouillon et on a la possibilité d'avoir des. C'est plus technique. Et ça va se rapprocher plus des maths de terminale sur pas mal d'aspects, pas sur tous les aspects, mais sur une partie, en tout cas. Et donc, du coup, c'est vrai que les étudiants, ils vont trouver ça plus dur, les maths d'Access en général. Mais faut pas oublier que en fait, ce qui compte, c'est de faire partie des meilleurs. Donc, comment dire? Le concours Access n'est pas moins accessible que le concours Sésame, selon moi. La seule chose, c'est que pour le concours Access, il y a un prérequis, c'est d'avoir fait des maths en terminale. Maths complémentaires, c'est bien, ou spé maths, c'est bien aussi. Ok, maths complémentaires, ça suffit. Si vous avez arrêté les maths en terminale et que vous souhaitez passer le concours Access, vous pouvez vous préparer avec nous, mais il faudra venir 2 ou 3 fois par semaine au cours hebdo pour pouvoir rattraper votre retard et ça va vous demander plus de travail. Ce sera plus difficile, mais on vous accompagnera pour ça. Si vous êtes nul en maths, vous aimez pas ça, ne faites pas le concours Access. Voilà. Après, par exemple, vous voyez au concours Access, en anglais, en fait, les étudiants ils trouvent ça un peu plus dur qu'au concours Sésame parce que la contrainte de temps est très très forte. Mais si au niveau des questions, c'est à peu près le même. Et sur la synthèse de documents, au concours Access, moi je trouve ça plus facile qu'au concours Sésame. L'analyse documentaire et la synthèse, c'est pas la même épreuve, hein, mais on peut les comparer. Moi je trouve que l'analyse documentaire, c'est plus dur que la synthèse. Voilà. Quelles sont les matières qui changent pour le concours Access? Bah, question de Charles. Bah, la partie raisonnement, logique et mathématiques d'Access, ça ressemble pas du tout aux maths de Sésame, donc ça c'est complètement différent. L'anglais, c'est similaire. Et la synthèse et l'analyse documentaire, enfin, c'est différent. Donc voilà, c'est ça qui change. Donc du coup, quand vous préparez Access en plus, vous faites aussi les maths d'Access et vous faites la synthèse. Par contre, le fait de faire la synthèse, de travailler la synthèse, ça vous aidera pour l'analyse documentaire. Le fait de faire l'analyse documentaire, ça vous aidera pour la synthèse. C'est 2 épreuves différentes, mais dans les 2 cas, vous devez traiter un gros volume de données. Et donc du coup, s'entraîner à l'un, ça peut vous aider sur certains aspects de l'autre en termes de matière. La préparation aux oraux, c'est en français et aussi en anglais. Oui, on peut faire les deux. Et peut-on prendre que la préparation aux oraux sans la préparation écrite avant? Vous pouvez, mais ça vient beaucoup plus tard dans l'année. Du coup, ça sera à partir du mois de mars. Enfin, si vous voulez vous inscrire qu'à la préparation aux oraux, vous pouvez vous la demander dès maintenant. Sachez que comme c'est des cours individuels, on est limité en termes de profs. On a une trentaine de profs qui fait la préparation aux oraux, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas illimité, sachant qu'on prépare quand même pas mal d'étudiants tous les ans. On fait passer en priorité les étudiants qui sont passés par nous pour la prépa. Et ensuite, s'il nous reste des places, on prend les autres étudiants. Donc si vous inscrivez dès maintenant, bah, ça ira. Mais en fait, on ne communique pas du tout sur la préparation aux oraux en dehors, des. Enfin, en fait, on ne va pas faire de communication particulière en dehors de la prépa pour la préparation aux oraux. Parce qu'en fait, on prépare nos étudiants. Et après, s'il nous reste des places, on a toujours des demandes et on les traite. Et si on n'a plus de place, on n'a plus de place. Par contre, un étudiant qui se prépare avec nous, il aura forcément une place pour les oraux. Ça sera prévu. Que devons-nous présenter concrètement aux oraux après les épreuves écrites du concours Sésame? Euh, Question de tes vies. Eh bien, écoute, ça dépend de ce que tu as eu aux épreuves écrites, mais tu prépares les 4-5 écoles qui te plaisent le plus. Tu présentes les 4-5 écoles qui te plaisent le plus. Donc, si tu as les meilleures, tu vas présenter pour Sésame ESSEC, EM Lyon, EM Normandie peut-être, Néoma, Schema peut-être. Voilà, si tu fais tout. Bonjour, faut-il passer le TOEIC pour les BBA? Non. Antoine Poulet, ah ben, Antoine Poulet, j'ai fait eu quelqu'un de ta famille l'année dernière? Ou il y a 2 ans? J'avais eu un poulet, il était super sympa d'ailleurs. Je l'avais eu en cours, en stage intensif aussi, et il était méga sympa. Très nul en maths, mais très sympa.
Mais du coup, faut pas passer. Et j'ai passé le concours Sésame avec lui. Bref, c'était un super. On avait super sympathisé. Alors, j'étais son prof de maths, mais il avait progressé quand même. Il y a du boulot, hein, quand même. Donc, bonjour, faut-il passer le TOEIC pour les billets? Non. En suivant vos programmes, combien d'étudiants sont pris en moyenne à l'ESSEC? C'est en moyenne, au national, c'est à peu près 7% des étudiants qui sont pris à l'ESSEC, enfin qui sont admissibles à l'ESSEC. Nous, on a fait entre 20 et 25% l'année dernière. Voilà. En fait, je peux te dire, je peux être encore plus précis, tes vies. Si tu as plus que 15 de moyenne, ta chance d'être admissible à l'ESSEC, elle va être supérieure à 50%. Si tu as moins de 15 de moyenne, si tu as moins de 13 de moyenne, ta chance d'aller à l'ESSEC, elle est inférieure à 5%. Si tu as moins de 13 de moyenne. Si tu as 14 de moyenne, je sais pas, tu es à 20%. Tu vois. Mais à partir de 15, 15,5, 16, les chances augmentent parce que ton dossier ne va pas handicaper. Et le fait de faire la prépa, tu vas être dans les meilleurs au concours. Voilà. Auriez-vous une idée du nombre de personnes participant au concours par rapport au nombre de personnes admises dans ces écoles? Ouais, j'ai une idée. Pour le concours Sésame, il y a 11 700 personnes qui ont 11 500 ou 11 700 qui ont passé l'année dernière. Il y a à peu près 6 000 places. Mais sachant que certaines personnes ont fait le concours déjà sans se préparer, et d'autres, il y en a qui ont fait le concours et qui ont choisi de faire autre chose qu'une école qu'ils ont eue. OK? Donc ça veut dire que pour entrer dans les écoles qui sont pas très bonnes, bah, type le SCE, type PSB, type IPAG, c'est très facile en réalité. C'est pas compliqué, hein, franchement. Maintenant, si vous voulez rentrer dans les bonnes écoles, bah, ça va être plus sélectif. Et pour les bonnes écoles, il va y avoir à peu près, enfin pour les écoles en général, il y a à peu près 350 places par école. Voilà. Que pensez-vous de l'ESCA? Je pense que c'est une école qui est très intéressante, qui est très sérieuse et qui permet d'avoir des très bons débouchés. J'ai beaucoup d'étudiants qui ont fini l'ESCA maintenant et je vois les métiers qu'ils font. Ils font de l'audit pour ceux qui s'intéressent. Il y en a qui sont devenus experts comptables. Il y en a qui travaillent dans le marketing. Ils trouvent du travail facilement. Ils ont des bons postes. Ils sont bien payés. Donc franchement, c'est bien. Quelle est la proportion de questions, c'est vrai qu'il demande, en anglais dans chaque concours? En fait, ce qui est important, c'est pas le nombre de questions, ce qui est important, c'est le coefficient. Et donc, selon les écoles, le coefficient est plus ou moins important. Pour les écoles du concours Access, l'anglais, le coefficient d'anglais, pour l'ISEG et l'ESCA, n'est pas très important. C'est à peu près 20% de la note. Pour Sésame, ça va être dans ces eaux-là aussi, mais comme il y a plus de matières, ça veut dire que c'est quand même plutôt important. Après, ça dépend des écoles. Il y a des écoles où c'est très important, d'autres beaucoup moins important. Et au concours Access, vous avez 40, au concours SAM, vous avez 40 questions d'anglais en QCM à faire en une demi-heure. Au concours, parce que vous avez enfin, vous avez une demi-heure pour la LVA, une demi-heure pour la LVB. Donc c'est une heure les langues, mais une demi-heure seulement pour l'anglais. Au concours Access, vous avez une heure, mais vous avez 50 questions avec 4 propositions à chaque fois où il faut dire vrai ou faux. Donc ça veut dire 200 questions où il faut dire vrai ou faux, plus 25 questions à la fin du QCM. Ça à faire en une heure. C'est pas le temps de réfléchir. Le lycée influence-t-il le dossier? J'imagine qu'une 14 moyenne dans un lycée classé 50e national et le 1000 national, ce serait logique que certains dossiers soient rehaussés en conséquence. Tout à fait vrai, Tévi. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais c'est vrai ce que tu dis. Si tu es dans un très bon lycée, en fait, oui, ce sera rehaussé. Et en fait, d'ailleurs, c'est pareil. Ce qui compte, ça va être aussi ta moyenne par rapport aux autres de la classe. Si tu as 14 de moyenne, mais que la moyenne de la classe est à 18, c'est pas pareil que si tu as 14 de moyenne et que la moyenne est à 10. Et donc, le niveau du lycée compte, mais aussi la moyenne de la classe compte. Mais c'est pour te donner un avis. OK? Antoine Poulet m'a dit non. Ah ouais, donc du coup, c'est pas ta famille. Ok. Quels sont vos conseils pour se démarquer sur Parcoursup dossier si pas d'activité extrascolaire, à part séjour linguistique USA et Irlande en immersion? Préférable de faire BBA, ESSEC et DEC, un programme grande école en post-bac type IESEC, ESCA, Neoma. BBA, ESSEC et l'IESEC, c'est les top 1. Et après, moi, je trouve EDEC, même Lyon, c'est mieux, je trouve. Ça se discute pour ESCA, mais ESCA, même Normandie, quoi. Ça se discute avec ESCA, même Normandie. Le dossier Parcoursup pour les concours, il n'est pas très important, honnêtement. Donc, vous faites une lettre de motivation qui est clean, mais on ne vous demande pas 1000 choses. Et en fait, vous êtes en terminale, donc c'est normal que vous n'ayez pas 1000 choses pour vous distinguer. Si vous avez quelque chose, si vous êtes sportif de haut niveau, vous avez monté une entreprise, ça peut vous aider. Mais en fait, c'est pas trop grave. Il y aura d'autres manières de se distinguer. Le concours vous aidera. Comment faut-il s'inscrire à Sésame? Quand faut-il s'inscrire à Sésame et comment? Alors, pour s'inscrire à la prépa, pour participer à la prépa, nous, on commence nos cours hebdo à partir de début novembre. Et donc, du coup, bah, les inscriptions, c'est maintenant parce que le nombre de places est limité. On avait déjà une première offre, elle a été prise d'assaut, on l'a arrêtée. Là, on a une deuxième offre qui est mise en place, pareil, en nombre limité. C'est celle que je vous ai présentée. Enfin, c'est en nombre limité. Et après, je suis pas sûr qu'il y en aura d'autres avec les cours hebdo. Quand est-ce qu'il faut s'inscrire à Sésame et comment? Pour s'inscrire au concours, l'inscription au concours, elle se fait par contre au moment de Parcoursup. OK? Donc l'inscription à préparation, c'est dès maintenant. L'inscription au concours, c'est via Parcoursup. Voilà.
Est-ce que c'est possible de passer le concours sur un centre risque de connexion à domicile? En fait, je pense que oui. Tu peux le passer. Alors, c'est pas un centre d'examen, mais tu peux passer dans des lycées, je pense. Mais de toute façon, ça se passe à distance. Le concours CESAM, je ne l'ai pas dit, mais les concours se passent à distance encore cette année. Ils vont peut-être changer leur logiciel, par contre, si c'était test oui avant, et maintenant ils vont peut-être changer pour CESAM. Voilà, bah, j'ai fait le tour de toutes les questions. Si vous avez des questions, bah, vous pouvez m'appeler de toute façon. Je peux vous donner mon numéro, comme ça vous pouvez m'appeler. Voilà, vous avez mon numéro, vous pouvez me joindre. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je vous rappelle demain. Euh, et sinon, voilà, je vais vous envoyer donc le replay par mail demain et je vais vous envoyer les slides et voilà, tout ce dont vous avez besoin. Et juste, je vois une dernière question. Claire, que le bachelor SCP n'est pas top. Que pensez-vous de la stratégie de faire bachelor SCP pour basculer ensuite en PGE SCP? Je pense que c'est une stratégie qui ne marchera pas parce qu'ils prennent quasiment personne en PGE SCP après le bachelor. C'est c'est nul ou proche de nul. Donc, vous allez être bloqué. Voilà. Bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Idem après Bachelor et Sec. Après Bachelor et Sec, je réponds à la question de Papon. Euh, Passerelle qui existe, mais qui est rare. Et qui existe. Tous les ans, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Est-ce qu'on peut suivre les cours à distance? Les cours hebdomadaires sont uniquement à distance. Les stages intensifs en présentiel ou à distance. Donc, vous pouvez tout faire à distance sans problème. Plus de 60%, enfin, 60% des étudiants, 60-65% des étudiants habitent en province et donc font tout à distance. Donc, c'est pas absolument pas un problème. Et d'ailleurs, les stages pendant les vacances scolaires, c'est fait, on propose les vacances de toutes les zones, hein, pas que les zones de Paris. Ok. C'est juste que sur les zones hors Paris, c'est que à distance, parce que bah, si vous n'êtes pas parisien, c'est pas besoin de vous proposer en présentiel cette semaine-là. Il y a personne. Merci à tout le monde. Ça me fait plaisir d'avoir ces retours-là. Je vois que ça vous a plu, c'est cool. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous redonne le numéro. Comme ça, c'est fait. De toute façon, il est dans les mails que je vous ai envoyés. Il y a toujours le numéro en bas de mes mails. Voilà. Et sinon, vous pouvez remplir un formulaire sur le site pour m'envoyer un message et je vous rappelle, il n'y a pas de problème. Et alors, du coup, si vous n'êtes pas dispo pour Access et vous voulez replay Access, tu sais quoi, je vous mets le replay tout de suite dans la conversation. Je vais le retrouver tout de suite. Ok, vous me laissez une seconde. Je vous mets le replay Access, comme ça vous l'avez. Euh, Alors, c'était peut-être des autres offres au moment où j'ai fait la formation pour Access. Euh, Mince, pardon. Parce que je vous ai dit, les premières offres, elles ont été prises d'assaut. Attends, je vérifie. Il y a Focus Concours Access. Ah mince. Il y a un problème pour le Focus Concours Access en fait. C'est que l'enregistrement il s'était coupé. Et donc j'ai qu'une partie de l'enregistrement. Euh, je peux vous l'envoyer, mais il est vraiment pas top. En fait, bon, je vous envoie le replay du concours Access. Le problème, c'est qu'il est tronqué le truc. Ok. Donc du coup, en fait, pour ceux qui n'ont pas participé, si vous voulez, renvoyez-moi un message dimanche pour me dire renvoyez-moi le replay. Je vous renverrai le replay de dimanche. Ce sera mieux. Et voilà, je vous envoie le premier, je vous partage le replay de la dernière conférence. Voilà. Et pour les slides Access, euh, je regarde, je vérifie juste qu'elles soient bien à jour pour te les envoyer. Sinon, tu me les redemandes demain et je te les renvoie. Euh, Redemande-moi demain par mail et je te les renvoie, il n'y a pas de problème. Ok. Et oui, Stéphanie, je vous renvoie la,